L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 215. Mon invité ce soir est le président d'Agir en Essonne, Louis Leroy. L'hebdo politique. Louis Leroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du mouvement Agir, la droite constructive en Essonne, et vous êtes conseiller municipal d'opposition à Orsay. Revenons un peu en arrière. D'abord, Agir, c'est un mouvement qui est né après l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017, fondé par Franck Riester, actuel ministre. Agir rassemblait les républicains qui souhaitaient donc dépasser le clivage gauche-droite avec donc Emmanuel Macron. Alors certains ont dit que c'était de l'opportunisme politique, d'autres y ont vu un certain courage pour dépasser et aller au-delà des convictions. Vous, qu'est-ce qui vous a fait adhérer à ce mouvement ? Alors je pense que vous avez tout dit au début de votre question. Le parti s'appelle Agir la droite constructive. On était des élus, des personnes engagées dans les différentes villes, dans les différents départements, dans les différentes régions de France, qui avons dit au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron: nous voulons faire avancer le pays, nous voulons voir nos valeurs représentées, celle d'une droite qui se veut humaniste, celle d'une droite qui se veut européenne, celle d'une droite qui se veut sociale, celle d'une droite qui vient parler de culture. Franck Riester était ministre de la Culture, comme vous l'avez dit, il est aujourd'hui au commerce extérieur. C'est une véritable volonté de vouloir faire avancer le pays, en fait, qui nous a motivés. Pendant 20 ans, la gauche, la droite ont rêvé de réformes que le président de la République ont fait. J'ai été très surpris pendant ces 5 dernières années de voir ce cynisme politique sur les bancs, tant à gauche, tant à droite du Parlement ou dans les débats, de réformes qu'ils avaient rêvé, qu'ils avaient imaginé, que le président actuel a mis en place et qui pourtant ont voté contre, se sont vraiment révoltés dans les médias alors que ces réformes c'était les leurs. Aujourd'hui, Agir, c'est une composante de la majorité présidentielle, aux côtés de La République En Marche, du MoDem, mais aussi Territoire de Progrès, ou encore plus récemment du nouveau parti Horizon. Alors justement, vous formez ce que vous appelez avec eux donc une maison commune, avec tous ces partis. Pas toujours simple de suivre, hein. Agir et Horizon souhaitaient d'ailleurs fusionner. Récemment, finalement, Emmanuel Macron s'est opposé pour le moment. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? Et est-ce que Agir a vocation à devenir, à fusionner avec Horizon dans les années à venir ? C'est une maison commune. Une maison commune, dans une maison commune, c'est la famille. On peut être d'accord sur certains sujets, on peut des fois avoir des points de divergence, mais à la fin, ça reste une maison commune, avec toutes ses composantes, et tous ceux qui veulent faire avancer le pays, et tous ceux qui veulent soutenir le président de la République. Agir et Horizon devaient fusionner, ça s'est pas passé. Est-ce qu'il faut aller parler aujourd'hui de tambouille politique en pleine campagne présidentielle, alors que la crise sanitaire est pas encore tout à fait derrière nous, alors que on connaît des difficultés aujourd'hui économiques pour un grand nombre de citoyens du pays? Je suis pas certain que c'est là que nous attendaient nos électeurs et nos habitants dans nos communes. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit avancer sous la même bannière. La bannière, elle s'appelle Ensemble Citoyen. Ça réunit Agir la droite constructive, ça réunit Horizon, ça réunit Territoire de Progrès, le MoDem, En Marche. L'idée, c'est qu'on avance ensemble autour d'une problématique commune, autour d'un programme commun, celui du président de la République. Alors justement, nous allons revenir maintenant à l'actualité de ces derniers jours, à commencer par la fin du port du masque dans les lieux clos, soumis au pass vaccinal. La mesure sera en vigueur le lundi 28 février prochain. Il était temps d'assouplir enfin les restrictions. Ça fait du bien au moral. Les boîtes de nuit ont rouvert ces derniers jours. Ça fait du bien de voir un petit peu ce retour à une vie quasi normale. Pour autant, l'épidémie, elle existe encore. Je lisais récemment l'interview de M. Delfracy, le président du conseil scientifique, dans les médias. Je ne sais pas s'il était temps de le faire. Je pense qu'il est temps de le faire parce que les conditions sont réunies pour qu'on puisse tout doucement retrouver un semblant de vie normale. À titre personnel, comme beaucoup, je pense que je m'en réjouis. Ça veut dire que ça va mieux. Ça veut dire que la tension dans les hôpitaux est moins grande. Ça veut dire que le virus circule moins. Ça veut dire que la vaccination d'un très grand nombre de citoyens fonctionne. Donc je pense qu'on peut que se réjouir que ça arrive à ce moment. Sur la question du timing, l'opposition regrette que, comme par hasard, ça arrive juste avant l'élection présidentielle. Vous, qu'est-ce que vous
Vous en Je pensez ? pense que c'est des décisions qui ne sont pas politiques, c'est des décisions qui sont médicales, qui sont prises par un conseil scientifique, par des médecins. Moi, à titre personnel, je ne suis pas médecin. Quand le président du conseil scientifique dit « il est temps, nous pouvons retirer les masques », j'ai tendance à faire confiance plutôt à la science et aux médecins plutôt qu'aux commentateurs politiques qui parlent d'eux à longueur de journée sur les plateaux de télé. On compare les situations dans d'autres pays, notamment aussi. Oui, mais en l'occurrence, le pays, c'est la France, et on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux français, on regarde ce qui se passe dans nos villes et nos villages, et on voit qu'aujourd'hui, l'épidémie est en train de freiner, est en train de ralentir, et on peut retrouver un semblant de vie normale. En tout cas, on peut aller dans cette direction. Voilà, moi, encore une fois, j'écoute l'avis des médecins, j'écoute l'avis des scientifiques, et ceux dont c'est le métier, plus que ceux des observateurs et des commentateurs. Le prix du carburant ne diminue pas et atteint des records. Le gouvernement refuse d'abaisser la TVA sur l'essence, une mesure réclamée par les oppositions. La bataille pour le pouvoir d'achat sera un des enjeux de la présidentielle. La majorité ne risque-t-elle pas de se mettre une bonne partie des Français à dos en refusant, en restant sur cette position ? Le problème du coût du carburant, du prix de l'essence, c'est au-delà de ça le prix de l'énergie en général. C'est pas un problème français, c'est un problème qu'on observe dans toute l'Europe, qui est dû au cours du pétrole, qui est dû au cours du dollar, qui est dû à plein de caractéristiques au-delà des taxes. Donc on peut pas ramener le problème juste à la TVA ou aux différentes taxes sur le carburant. Mais oui, je suis d'accord, je pense que le pouvoir d'achat va être une question centrale de la campagne, si ce n'est la question centrale. On parle beaucoup, j'entends sur les plateaux de télé, parler d'immigration, parler d'assimilation ou que sais-je. Je pense que le véritable problème aujourd'hui des Français, c'est comment boucler la fin du mois. Ça a été un quinquennat sur lequel il y a des efforts qui ont été faits. Alors, il faudra sans doute aller plus loin, le mieux étant l'ennemi du bien, on est tous unanimes pour dire ça, mais je crois que la bataille du pouvoir d'achat sera la bataille de la présidentielle. Et le gouvernement d'ailleurs a mis en place la prime d'inflation de 100 € qui a concerné quand même 38 millions de foyers, c'est l'équivalent quasiment de 10 pleins d'essence, enfin la différence sur 10 pleins d'essence. Je pense que c'est un effort significatif qui est fait. Il y a eu beaucoup de mesures pendant le quinquennat qui ont permis aussi de gagner du pouvoir d'achat. J'entends que c'est jamais assez, j'entends qu'on peut toujours aller plus loin. C'est pour ça que 5 ans de plus seront pas de trop pour poursuivre les réformes qui ont déjà été entreprises et regarder ça avec humilité. Je pense que tout n'a pas été réussi, bien qu'il y a eu quand même des avancées majeures pour le pouvoir d'achat pendant ce quinquennat. 5 années de plus et on pourra aller plus loin. J'aimerais à présent parler avec vous de la jeunesse qui a particulièrement été touchée par la crise sanitaire, insertion plus compliquée sur le marché du travail, des angoisses pour l'avenir, sur les retraites, sur les enjeux climatiques. Notamment, à 24 ans, vous faites partie aussi de cette génération de jeunes qui ont affronté le Covid. Comment est-ce que vous l'avez vécu personnellement ? Est-ce que vous êtes optimiste, vous, pour la suite de l'histoire? Moi, je l'ai vécu le premier confinement plutôt mal, comme tout le monde. On s'est retrouvés enfermés, on savait pas trop ce qui se passait, et donc comme toute la génération qui est la mienne, et pas que ma génération, d'ailleurs, je pense toutes les générations confondues, le président de la République avait dit c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020, ce qui était vrai. Je pense que c'était pas forcément très évident non plus d'en avoir 70 ou 80, de vivre l'isolement, et j'ai beaucoup pensé à ce moment-là d'ailleurs aux personnes isolées, aux personnes seules, et c'est vrai que les étudiants qui souvent loin de leur famille se sont retrouvés dans cette situation excessivement bizarre, à ce moment-là, c'était très compliqué. Maintenant, là encore, il y a eu énormément de faits. J'ai souvenir du repas universitaire à 1 € les 2 repas dans la journée. Il y a eu ensuite l'échec pour pouvoir consulter un psychologue, parce que c'est vrai que cet enfermement, cet isolement est compliqué. Il y a cette phrase de La Fontaine que j'aime beaucoup dans une fable qui dit « La raison n'habite pas longtemps chez les gens confinés ». C'est vrai, il y avait de quoi devenir fou au bout d'un moment, mais c'était un devoir de solidarité, c'était un devoir où on était tous dans le même bateau et on essayait tous de s'en sortir. Donc il y a des choses qui ont été faites, et c'est vrai que vous parliez d'insertion des jeunes. On a quand même là été sur le quinquennat, qui a été celui qui a signé quasiment 700 000 contrats d'apprentissage. Il n'y en a jamais eu autant, qui est un record. Malgré la crise sanitaire, on a un taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans dans le pays. Donc il y a eu des choses de faites pour les jeunes, il y a eu là encore, des choses sans doute qui n'ont pas toujours réussi, mais je pense que dans l'ensemble, on peut dire qu'on n'a pas laissé les jeunes sur le carreau. La politique du gouvernement qui a proposé un jeune, une solution, elle a marché. Là, encore une fois, on ne fait pas de politique, on fait du factuel. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui se connecte sur la plateforme peut demain déboucher à un emploi, un stage, un contrat d'apprentissage ? Et la réponse, c'est oui.
Et il y a aussi, à partir du 1er mars, le contrat engagement jeune qui sera mis en place. Et on peut parler également du pass culture, à hauteur de 500 € qui a été versé, où les jeunes ont pu consommer de la culture, que ce soit, bon, c'était compliqué pendant la crise Covid, bien sûr, mais ils pouvaient acheter, que ce soit des livres, des BD, aujourd'hui des places de spectacle, des disques, ou ce genre de choses. Je trouve que ça va dans le bon sens aujourd'hui. Dans la campagne présidentielle, les candidats de droite comme de gauche essayent de séduire un maximum de jeunes, une catégorie qui s'abstient énormément d'habitude. À gauche, l'idée d'un revenu minimum jeunesse est évoquée par plusieurs candidats. Au RN, on propose d'exonérer d'impôts sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. D'autres proposent de réévaluer les bourses de 25% ou encore d'accorder des prêts à taux zéro pour les jeunes en sortie d'études. Que pensez-vous de toutes ces propositions qui sont sur la table aujourd'hui dans le débat de la présidentielle ? Je pense qu'on est finalement assez loin des réelles problématiques et des véritables desiderata de cette génération. Cette génération, aujourd'hui, elle ne demande pas grand-chose. Elle demande à pouvoir avoir un parcours universitaire ou un parcours technologique ou professionnel qui demain débouchera sur un emploi et de pouvoir vivre dignement de son travail. C'est là encore, on y revient, on parlait d'un jeune, une solution, la plateforme qui a été mise en place par le gouvernement, on parle des 700 000 contrats d'apprentissage, on parle de cette revalorisation du pouvoir d'achat chez les étudiants qui doit être au cœur de la campagne et du futur quinquennat à venir. Je crois que il est là l'enjeu. L'enjeu, c'est l'emploi pour la jeunesse aujourd'hui. C'est pas de savoir si est-ce qu'il faut exonérer d'impôts pour la plupart des jeunes qui n'en payent déjà pas. C'est pas de savoir s'il faut faire un revenu universel. Vous savez, je crois que les jeunes, ils n'ont pas envie d'être perfusés, ils n'ont pas envie qu'on les prenne par la main, ils n'ont pas envie d'être sous la tutelle, entre guillemets, de l'État. Ils veulent pouvoir vivre tout simplement dignement de leur travail, d'arriver sur le marché de l'emploi et qu'on leur dise pas « mais monsieur, vous n'avez pas d'expérience » ou « il faut travailler ailleurs avant ». Il est là aujourd'hui le véritable combat. C'est l'emploi, c'est l'insertion. Finalement, les mesures proposées, ça servirait juste à cacher le problème ? Non, je crois que c'est des mesures qui sont électoralistes, mais qui sont finalement assez loin des enjeux de la jeunesse. Je ne crois pas qu'on soit là-dedans. Je ne crois pas que la jeunesse ait envie ou ait besoin qu'on lui dise ce sera un crédit à taux zéro ou ce sera ce genre de choses. En fait, les gens veulent des choses très simples, c'est tout simplement vivre dignement de leur travail, de ce qu'ils font à la fin de la journée. Aux dernières élections régionales et départementales, 82% des moins de 35 ans se sont abstenus et ne sont pas allés voter. À gauche, plusieurs candidats proposent d'instaurer le droit de vote à 16 ans pour les jeunes pour lutter justement contre l'abstention. L'idée revient sur la table régulièrement au cours des différents quinquennats. Vous qui vous êtes engagé très jeune en politique, justement, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose ou pas, ce droit de vote à 16 ans ? Je vois pas ce que ça apporte de plus. Un jeune qui ne va pas voter à 18 ans, je vois pourquoi est-ce qu'il irait voter à 16 ans. Pour moi, là encore une fois, on ne touche pas le bon problème. Je ne suis pas certain qu'à 16 ans, une majorité de jeunes aussi soient suffisamment intéressés ou engagés dans la vie de tous les jours. Et assez mature pour... Et peut-être assez mature. Alors après, c'est pas forcément une histoire d'âge. Des gens, ça dépend, mais en tout parcours. cas, je pense que le problème n'est pas là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui se désintéresse de la politique parce que toute une génération de politiques les a désintéressés de la chose publique. Aujourd'hui, il faut redonner confiance. Il faut redonner confiance, il faut redonner de l'espoir. Et moi, je crois à une seule chose, c'est les faits, c'est les résultats. Aujourd'hui, on peut, je pense, mettre tous les protocoles en place pour leur expliquer qu'il faut aller voter, pour leur expliquer que c'est un acte citoyen. Si on leur donne pas confiance, si on leur donne pas l'envie, si on leur donne pas envie de se projeter dans le monde de demain, parce que c'est aussi ça, c'est la question de se dire, bon, je suis d'accord avec telle mesure, je suis d'accord avec telle mesure, mais concrètement, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on va où ? C'est ça aussi la question que se pose la génération qui est la nôtre. D'ailleurs, c'est de dire dans quel monde demain vivront nos enfants, dans quel monde après-demain vivront nos petits-enfants, quelle terre on veut leur laisser, quelle société on veut leur laisser. On peut parler d'environnement, on peut parler d'économie, on peut parler de retraite, on peut parler de la sécurité sociale. Toutes ces grandes problématiques qui aujourd'hui trouvent pas forcément de réponse dans le débat public. Pour le coup, il y a une phrase d'Édouard Philippe que j'aime bien, c'est « voir loin pour faire bien ». Et je crois à ça. Durant le quinquennat, Emmanuel Macron a lancé le service national universel, le SNU. Il s'adresse à tous les Français âgés entre 15 et 17 ans. Pour le moment, seuls 50 000 jeunes peuvent s'y porter volontaires pour l'édition 2022. Elle a commencé cette semaine d'ailleurs.
Il vient ensuite une mission d'intérêt général. Voilà pour la première phase. Il y a un séjour de cohésion qui est suivi d'une mission d'intérêt général en première phase, qui peut ensuite être poursuivi par un engagement plus long, comme un service civique. Par exemple, que pensez-vous de cette démarche ? Il y a notamment une tribune de plus d'une centaine de maires qui l'ont soutenue. Absolument. Je trouve que c'est une excellente initiative. Je trouve que ce service national, il est là pour évidemment refédérer autour des valeurs républicaines qui sont les nôtres. Il est là pour fédérer des jeunes entre eux qui parfois avaient des parcours scolaires qui pouvaient être difficiles. Il a pour but de faire sens. On est une société qui, pour moi, manque de liant, pour moi, manque de cohésion. Ce service national universel, il a cette vocation-là, c'est réengager les jeunes autour des grandes valeurs de la République, et je trouve que c'est une très bonne initiative, et moi je serais totalement pour qu'il soit généralisé. On en a quelques-uns en Essonne, Dourdan, j'ai notamment en tête. C'est une très bonne chose, et il faut poursuivre dans cette voie-là, qui est la voie de l'engagement. On parlait tout à l'heure du fait de se désintéresser, d'aller voter. Le chemin du bureau de vote, c'est aussi le chemin des valeurs de la République et de la fierté d'appartenir à cette belle et grande nation qu'est la France. Il faut redonner l'envie et redonner le goût d'avoir envie de se projeter dans un pays, de savoir ce qu'on peut faire pour lui, de savoir comment on travaillera demain, comment on se déplacera demain, comment est-ce qu'on se respectera demain, à l'heure où tous ces mots sont un petit peu flous, un petit peu compliqués à anticiper pour beaucoup. Alors avant de parler avec vous de l'échelon local, j'aimerais avoir votre avis sur la campagne présidentielle actuellement. D'un côté, il n'y a jamais eu autant de candidats, autant de possibilités, de propositions, mais de l'autre, pourtant, on a l'impression que les Français, finalement, ne se désintéressent de cette campagne. Alors comment est-ce que vous l'expliquez ? Je la trouve triste, cette campagne. Je la trouve triste. Franchement, je trouve que le débat n'est pas au niveau. Je trouve que quand je regarde des candidats, que ce soit les candidats de la gauche, les candidats de la droite, les candidats de l'extrême gauche, les candidats de l'extrême droite, je trouve qu'elles manquent de souffle, je trouve qu'elles manquent de propositions. Je trouve que personne parle de demain. Je les vois tous parler d'eux, commenter les sondages chaque semaine, chaque jour. Pierre a doublé Jacques, Jacques a redoublé Pierre. C'est pas là qu'on nous attend. C'est pas là qu'on nous attend. Je pense qu'il y a un choix aujourd'hui qui est le choix de la sécurité dans les urnes, c'est le choix du président de la République, parce que les gens le jugent sur un bilan. Le président de la République ne parle pas de lui à chaque passage, le gouvernement ne parle pas de lui à chaque passage, il est sur le terrain, il travaille. Et jusqu'au dernier moment, il travaillera. Et je pense que c'est la bonne stratégie à tenir, quand tous les autres parlent de leurs petites réformes, que la gauche est disséquée façon puzzle, que la droite se cherche une colonne vertébrale entre ceux voulant rejoindre le président de la République par le choix de la raison, parce que c'est la raison de leur engagement, ce qui a été le nôtre en l'occurrence il y a maintenant quelques années, et ceux qui se posent la question du baiser de la mort, avec une droite qui n'est absolument pas une droite républicaine selon moi, qui n'est pas une droite qui se retrouve dans les valeurs de la République dont on parlait tout à l'heure, qui est celle d'Éric Zemmour, qui est celle de Marine Le Pen. Jacques Chirac a toujours mis un cordon sanitaire. Ce cordon sanitaire, il n'a jamais été aussi près de casser. Je trouve ça inquiétant, je trouve ça grave. Un habitant d'Orsay, Pierrick Courillo, a lancé un nouveau groupe de réflexion à l'échelle nationale intitulé Handicap, République et Société. Le jeune homme de 27 ans veut placer les questions liées au handicap au cœur de la campagne présidentielle. Pour le moment, ce n'est malheureusement pas le cas. Un document d'une vingtaine de pages expose 30 propositions dont les candidats sont invités à s'emparer. Pierrick Courillo, vous le connaissez bien d'ailleurs, parce que c'est un habitant d'Orsay, non, un ami. Il faisait partie de votre liste. Un ami orsayien, Pierrick était mon colistier à Orsay en 2020. Il a été le colistier d'Amélie de Montchalin en 2021 aux élections régionales, et il a porté les couleurs d'Agir plus que dignement. Aujourd'hui, il lance ce mouvement dont vous avez parlé, où il formule des propositions qui sont d'ailleurs, entre parenthèses, très intéressantes. Et je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Je le félicite, je l'invite à poursuivre, et j'espère que ça permettra en effet que le débat sur le handicap ne soit pas traité, là encore, par-dessus l'épaule, comme on a pu l'entendre dans des récentes polémiques de certains candidats à l'élection présidentielle, mais bel et bien de façon concrète et sur le long terme. Là encore, le gouvernement a avancé. C'est une discussion que j'ai souvent eue avec Pierrick Courillo, peut-être pas assez loin. C'est vrai qu'il y a une revalorisation de 100 € par mois de l'allocation pour les personnes handicapées.
il faut aller plus loin, et c'est vrai que Pierrick Courillot, moi, vous savez, moi je vois le calvaire qui est le sien chaque jour quand il doit se déplacer, quand il doit entreprendre tout un tas de démarches administratives. Aujourd'hui, il faut faciliter la vie énormément de toutes les personnes qui sont touchées par le handicap. Ça concerne quasiment 12 millions de personnes en France, c'est pas une quantité négligeable, et ça doit pas être traité comme tel. Et donc je suis pour tout à fait que ce soit au centre de la campagne présidentielle, mais la campagne présidentielle, c'est l'échelon le plus haut, mais ça doit aussi être traité à l'échelon le plus local, qui est celui aujourd'hui de l'adaptabilité de nos villes aux personnes à mobilité réduite, mais pas que, aux personnes malvoyantes, aux personnes malentendantes et à toute forme de handicap, puisque comme on le sait, et c'est pas un lieu commun de le dire, tous les handicaps ne se voient pas, donc il faut absolument remettre au centre des discussions les propositions sur le handicap, et le fascicule qu'a sorti Pierrick Courillot est en tout cas un très bon début pour commencer à réfléchir à toutes ces politiques à mettre en place. Vous êtes déjà lancé dans la campagne des législatives dans votre circonscription, la 5e de l'Essonne. Comment se déroule la campagne pour l'instant ? Est-ce que ce n'est pas pour l'instant un peu dur d'imposer des thèmes de législatives alors qu'on est en pleine présidentielle ? Moi, j'ai voulu débuter cette campagne législative très tôt parce que je voulais avoir le temps d'écouter, parce que je voulais avoir le temps de rencontrer, je voulais avoir le temps de faire les choses bien. C'est vrai que c'est une élection qui surgit quelques semaines après les élections présidentielles, et j'ai voulu prendre ce temps, j'ai voulu avoir le temps de faire infuser les réflexions, de co-construire avec les habitants un programme local qui soit en phase avec leurs interrogations, avec leurs problématiques, et c'est pour ça que depuis quelques mois maintenant, on sillonne les villes de la circonscription à la rencontre des habitants. Aujourd'hui, on est dans un temps, c'est vrai, qui est plus présidentiel, et donc sur des thématiques qui sont plus nationales, mais les thématiques nationales, elles se répercutent au local. Donc, on fait les deux en même temps, j'ai envie de dire. Mais la priorité aujourd'hui, c'est les élections présidentielles parce que c'est la plus prochaine échéance. Demain, il faudra parler de législative, il faudra sortir un programme, il y aura des étiquettes de partis politiques qui seront mises sur la table. Et à ce moment-là, la course sera véritablement lancée. Pour l'instant, on reste sur une dynamique de présidentielle avec un presque candidat président de la République, derrière lequel, au sein de la Maison Commune, nous sommes tous engagés. Et demain, il faudra aller traiter les autres sujets dont je vous parlais. Votre circonscription, c'est celle du plateau de Saclay, un Absolument. projet ambitieux, s'y prépare, Oh que oui. devenir le plus gros cluster scientifique du monde. Ce projet aura des incidences sur la vie du territoire. 3e, c'est important. Il faut déjà anticiper les futurs besoins pour l'avenir. Quelle est votre vision pour ce territoire stratégique ? La vision, elle est très claire. Là encore, il faut regarder demain. Et il faut que toutes les générations se mettent autour de la table. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous me parliez de la jeunesse. C'est définitivement le projet de la jeunesse, Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est ce que j'ai appelé la génération Paris-Saclay. Elle a des choses à dire parce que c'est elle qui va utiliser ce plateau demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et donc, elle a des choses à dire. La clé, pour moi, de la réussite de ce projet, c'est les mobilités. Aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire qu'il faut réinventer la façon de se déplacer. On ne peut plus que prendre son véhicule personnel, on ne peut plus que prendre les transports en commun, on ne peut pas que prendre son vélo, on ne peut pas que prendre l'autobus. Il faut avoir un véritable maillage complémentaire de toutes ces façons de se déplacer, et on doit mettre ça en place. Les mobilités, c'est le sujet numéro 1 de la réussite du plateau de Saclay, j'en suis absolument convaincu. Aujourd'hui, ça s'articule pour moi autour de 4 moyens principaux, que sont le ring des Ulysses qui est en train d'être refait par le département de l'Essonne pour désenclaver ce nœud routier infernal du matin au soir et fluidifier le trafic sur la N118 sur laquelle on ne peut pas faire une voie de transport en commun en site propre de TCSP. La deuxième, c'est évidemment le RERB qui doit être rénové, et ça doit faire partie intégrante du projet de l'État. Il faut réussir à obtenir la rénovation du RERB dans le cadre de cette opération d'intérêt national, parce que c'est l'enjeu premier. Troisièmement, c'est la ligne 18 du métro qui ira de Orly en passant par le plateau de Saclay jusqu'à Versailles, et ensuite de Versailles jusqu'à la Défense Nanterre, et après plus loin, parce que c'est une des seules façons aujourd'hui de pouvoir se déplacer sur le plateau. Et enfin, un téléphérique qui est un projet qui date pas d'aujourd'hui. Le général de Gaulle en parlait déjà en 1964 du téléphérique sur le plateau. C'est pour ça qu'on avait installé HEC au niveau de ce plateau. Ça devait être desservi par un téléphérique. Et ce téléphérique, il irait de Courtabœuf en passant par Orsay,
en remontant sur le plateau et ensuite en longeant la 118 jusqu'au pont de Sèvres. C'est déjà le cas d'ailleurs sur cette partie-là des Hauts-de-Seine et sur une partie des Yvelines, il est en train d'être lancé. Et donc c'est un véritable maillage complémentaire qui fera qu'on pourra se déplacer demain, évidemment des pistes cyclables et évidemment des chemins de randonnée pédestres et qu'on puisse se déplacer de façon douce, comme on dit, sur ce plateau. Mais ces deux plateaux que sont Courtabœuf et le plateau de Saclay, avec une vallée au milieu, avec des villes qui s'appellent Bure et Orsay notamment, ils doivent être liés. C'est une impérieuse nécessité parce que vous avez d'un côté la plus grosse zone d'activité économique d'Europe qui est Courtabœuf et de l'autre côté le plateau de Saclay où on a l'ambition de construire le 3e cluster international d'innovation, de recherche et donc on doit avoir les moyens de nos ambitions. Ça c'est une évidence. Orsay, la 4e ville de France, entre 10 000 et 20 000 habitants, où il fait bon vivre, selon un classement national d'associations villes et villages où il fait bon vivre, publié dans le JDD ce mois-ci. Une fierté pour vous, en tant qu'élu, j'imagine, que votre ville soit reconnue comme telle? C'est un cadre de vie qui est privilégié, Orsay. On est au cœur de la vallée de Chevreuse, c'est une ville qui est très chère à mon cœur, j'y ai grandi, j'y suis élu. Aujourd'hui, on a ce classement qui est sorti dans le JDD. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt quand même. On a quand même énormément de choses. Alors vous allez me dire que le mieux est l'ennemi du bien. Et ben ça tombe bien, nous on veut faire mieux et bien. Ça a été toute la raison de la candidature que j'ai menée avec mon équipe à Orsay en 2020. Quand on parle de sécurité, on est encore une des seules villes qui n'installe pas de vidéoprotection pour des problématiques qui sont éminemment politiques, avec des écologistes de papier, des écologistes de circonstances, qui refusent dogmatiquement qu'on puisse davantage protéger nos habitants, alors qu'il n'y a jamais eu autant de cambriolage, qu'il n'y a jamais eu autant d'insécurité, qu'il n'y a jamais eu autant d'agressions dans les rues ou de commerces vandalisés. On parle de fiscalité, on a eu une augmentation substantielle de la fiscalité il y a une dizaine d'années maintenant, dont les Orséens payent encore aujourd'hui le tribut. On a une urbanisation dans la vallée qui est absolument folle, avec un projet de centre-ville ubuesque, là où encore nous on avait fait des propositions qui s'inscrivaient véritablement dans une logique environnementale, avec un projet de place publique, de lieux d'échange, de lieux de partage, avec des écologistes qu'entre parenthèses on n'entend pas beaucoup dans le centre-ville d'Orsay. On suivra les dossiers. Merci beaucoup, Louis Leroy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président d'Agir en Essonne, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Très bonne soirée à tous sur Radio Sensation. Top. L'Hebdo Politique.